Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Recep Recepi est un surdoué de l'horlogerie. En lançant sa marque Acrivia à 25 ans, et avec beaucoup de travail, il est considéré à peine plus de 30 ans comme l'horloger indépendant le plus talentueux de sa génération. Souvent comparé au plus grand de la précédente, il est apprécié des collectionneurs, comme en témoigne son prix de la montre homme au Grand Prix d'horlogerie de Genève en 2018, ou plus récemment, son record à la vente aux enchères Only Watch avec son chronomètre contemporain, parti pour 360 000 francs suisses en novembre dernier. Je suis donc allé retrouver Recep dans son atelier, en plein cœur de Genève, pour sa toute première participation à un podcast. C'est parti. Salut Recep, merci de me recevoir dans ton atelier. Peux-tu te présenter pour les auditeurs du podcast Répétition Minute ? Oui, alors je m'appelle Recep Recepi, je suis horloger, horloger indépendant. J'ai un atelier qui est à la Grande Rue en vieille ville. Dans lequel on se trouve ? Exactement. Je fais des montres les plus artisanales possibles, passionné et très heureux. Alors, avant de parler d'Acrivia, moi j'aimerais revenir un petit peu sur ton parcours. Comment est-ce que tu es tombé dans l'horlogerie et à quel moment tu as décidé d'en faire ton métier ? Alors moi je suis originaire du Kosovo, donc mon papa vit en Suisse depuis une quarantaine d'années. Donc quand il venait nous rendre visite, je me souviens, il avait toujours une Tissot à son poignet. Que j'essaie de lui la piquer de temps en temps pour essayer de juste la tenir. Et puis c'est vrai que on a tendance à l'écouter, donc on entend le tic-tac, on commence à s'intéresser et il y a ce truc là qui reste dans un coin de votre tête. Et puis quand je l'ai rejoint en 98, fin 98 à Genève, donc on arrive à l'aéroport, on voit plein de publicités, de montres. Déjà là, c'est quelque chose. Et puis j'ai commencé très rapidement à m'intéresser à la bibliothèque, à lire différentes choses sur les horlogers, à faire différents stages. Et puis à l'âge de 15 ans, j'ai commencé mon apprentissage chez Patek Philippe. Ok, donc c'est à ce moment-là que tu te dis je vais devenir horloger. Et que ça démarre quoi. Vraiment je pense que c'est ça. T'as pas envisagé d'autres métiers quoi? Non, vraiment là la confirmation elle s'est faite vraiment quand j'ai fait les stages, parce que bien sûr on se fait des idées, donc ça nous intrigue, on a envie de comprendre plus. Et puis quand j'ai fait mon stage, le fait de me dire que tu peux faire un instrument qui te donne le temps juste de tes propres mains, je trouve ça juste exceptionnel. Bien sûr. J'avais qu'une envie, c'est d'apprendre. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend en stage chez Patek Philippe ? Parce que ça fait partie des grandes marques, évidemment. Donc, t'as 15 ans, tu commences là-dedans. Qu'est-ce que t'en as appris de ce stage-là ? Qu'est-ce que t'en as retenu ? Alors, le stage, c'était vraiment la découverte. Donc, si on veut choisir ou pas. Ouais. Mais tu parlais, je pense, de l'apprentissage plutôt. Aussi, plutôt, effectivement. Alors, l'apprentissage, c'est vrai que et j'avais trouvé ça assez complet parce que on bouge vraiment dans tous les ateliers. C'est-à-dire qu'on a accès à tous ces ateliers. Donc, on peut voir vraiment comment une montre est faite. Bien sûr qu'après, ça dépend des gens. Donc, on a des horlogers qui sont plus motivés, plus passionnés. Donc, on a plus envie de fouiner et puis aller chercher des informations et d'aller encore plus loin dans la formation. Et puis, d'autres qui se contentent peut-être. Mais moi, j'étais plutôt fouineur, je dirais. Et j'ai eu la chance d'avoir un maître d'apprentissage qui était super, qui nous transmettait, mais je pense qu'on arrive à avoir vraiment des bonnes bases. Ok. Et justement quand tu travailles pour une entreprise, quelle qu'elle soit, Patek ou autre d'ailleurs, est-ce que à ce moment-là déjà tu disais moi je veux faire des montres à mon nom, moi-même en indépendant, ou au contraire à l'époque le fait d'avoir déjà un pied dans cette maison, t'envisageais plutôt une carrière auprès d'un horloger? Alors non, j'ai vraiment toujours voulu être indépendant. Je me suis toujours dit un jour il y aura la Recepi Watch à l'époque, je très bien. Mais donc vraiment c'était un rêve. Après par culture et puis peut-être aussi l'éducation. Mon papa a toujours été indépendant, donc quelque part on a toujours envie de ressembler, bien sûr, de faire comme le papa. Donc, oui, ça a toujours été un rêve de me dire qu'un jour j'aurai ma marque, je serai indépendant.
Donc des débuts, c'était ça l'objectif, ouais. Mais clairement. Ouais. Et puis alors moi, en documentant un petit peu, parce que évidemment je suis déjà ce que tu faisais depuis un moment, mais j'avais vu aussi que tu avais travaillé avec Dufour, avec Journe. Alors, j'ai jamais travaillé avec Dufour, mais j'ai travaillé avec François-Paul Journe. Ok. Donc j'ai travaillé au sein de la société ouais. François-Paul Journe. Et qu'est-ce qu'on apprend justement là, en quoi c'est différent par rapport à Patek? Et moi je voyais ça un petit peu comme une étape vers ton indépendance aussi. Donc est-ce que tu peux me parler un petit peu de ces différences que tu as pu observer et ton expérience là-bas? Alors il y avait différentes choses qui me motivaient à aller justement travailler chez lui. C'était quand on travaille dans une grande société, on fait plus, on va dire, les mondes de A à Z. Bien sûr. Ouais. L'une des choses qui m'a vraiment motivé, c'était justement ça, c'était de pouvoir avoir la possibilité de faire ta montre, ton assemblage de A à Z, donc de faire ton réglage, ton achevage, ton emboîtage. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaisait. Donc j'ai toujours eu du respect pour lui parce que c'était un homme d'origine indépendant, donc il a construit son propre rêve, il a construit sa propre société. Donc j'ai toujours voulu y aller, donc c'est pour ça que je suis allé, et c'était une superbe expérience, non seulement horlogère, mais aussi la manière dont il a construit, on va dire, sa marque. Donc, il y avait vraiment les deux. Ouais, je comprends. Mais c'était effectivement une suite un peu. Une étape logique, ouais. Ouais. Et alors, juste après ça, c'est à ce moment-là que tu te lances toi en indépendant. T'as quel âge déjà quand t'es chez Journe? Alors chez Journe, j'avais 23, 24. Ouais, donc très jeune. 24. Ouais. Et puis ouais, alors à 25 ans, je me sentais entre guillemets un peu plus homme. Ouais. mais ouais. Et tu te lances à ce moment-là, et t'es dans quel cadre? Parce que t'es pas encore dans l'atelier dans lequel on est là aujourd'hui. Non, pas du tout. Comment sont les débuts, quoi? Franchement, il y a beaucoup de naïveté, donc j'étais très naïf, et je pense que d'ailleurs ça a été quelque chose de très bien, parce que on a ce rêve, on a envie de le faire, donc est hyper enthousiaste, on y va, on avance tête baissée, on voit rien. Tu te mets pas des barrières? Non, aucune. Ouais. Et d'ailleurs très très bien, parce que franchement, si on commençait aujourd'hui peut-être avec une autre expérience, je ne sais pas franchement si je l'aurais fait, parce que oui, il y a énormément de choses à penser. Mais ouais, c'était plutôt la naïveté. J'avais commencé à ce moment-là, donc j'avais juste une adresse quand j'ai créé la société. Ouais. Après, donc j'avais mon appartement, donc c'était là où mon atelier se situait. Donc j'avais un côté salon, puis j'avais un côté atelier. Et c'est là que tout a commencé. Mais t'avais déjà des commandes, des gens qui te suivaient, ou tu t'es dit je fais mes montres et puis on verra ce qui se passe après? Non, vraiment pas du tout. J'étais un rêveur. J'étais persuadé que le jour où j'allais faire ma montre, tout le monde allait se rouler sur ma montre. Chose qui s'est pas vraiment passée comme ça. Mais franchement, j'étais sûr que tout le monde allait aimer ma montre, et j'ai voulu la faire, et puis je voulais la présenter, et puis je me disais c'est bon, quand ils vont voir la qualité de mes montres, ils vont tous l'acheter. Et puis en fait, je me suis aperçu que c'était pas le cas. Qu'il fallait faire, mais il fallait attendre, il fallait que les gens aient confiance en toi, qu'ils n'achètent pas, qu'ils donnent pas l'argent à n'importe qui. Bien sûr. Il fallait vraiment faire ses preuves. Et à ce moment-là, comment tu imaginais, au-delà de l'insouciance qu'on a quand on est jeune et quand on se lance ce dynamisme-là, qu'est-ce que tu imaginais qui allait faire vraiment la différence? Qu'est-ce que tu pensais apporter de nouveau sur le marché de l'horlogerie ou de l'horlogerie indépendante? Alors moi, j'étais même pas parti sur quelque chose de nouveau. Mon rêve était vraiment de pouvoir faire une horlogerie, c'est-à-dire que j'étais seul, donc je voulais juste faire une montre, me faire plaisir, donc c'était assez égoïste quelque part, parce que je voulais juste faire mon rêve, faire une montre, et puis commencer à la commercialiser gentiment. Mais ce que je veux dire, c'est que on vient pas révolutionner parce qu'on est personne à la fin. Moi, c'était plutôt une philosophie. Donc, ma manière de faire les choses, c'était, j'aimais beaucoup la décoration. Bien sûr. Je voulais décorer mes produits. Je voulais amener un design qui était différent. Et c'était ça. Ça suffit. C'était vraiment ça. Et bien sûr qu'avec le temps, parce que on ne peut pas, pour toutes les personnes qui ont créé quelque chose, on peut pas débarquer et dire voilà, j'ai une idée exceptionnelle et je vais tout révolutionner. Tu peux, mais je pense que ça prend beaucoup de temps. On espère pouvoir le faire, vraiment. Mais là, en l'occurrence, je voulais juste amener ma philosophie. Donc,
pas me contenter de ce que je voulais faire, donc de la belle décoration, un produit bien fini, nouveau design, une architecture différente. Et je voulais commencer par ça, tout simplement. Bon, on va y revenir, parce que tout ce qui est décoration et puis architecture, ça faisait partie de choses que je voulais discuter avec toi. Mais là, revenons au début. Donc, tu étais un peu naïf, entre guillemets. À quel moment il y a eu le déclic? À quel moment ça s'est mis à se connecter? Puis finalement, tu as réussi à raccrocher ton rêve, quoi. Alors, il y a eu vraiment plusieurs étapes. Donc le début, donc il y avait ce côté naïf, et puis on y va, et puis on va de l'avant, et puis on écoute beaucoup de gens. Ouais. Et ça a été un des gros problèmes, je dirais. C'est très bien, il faut être ouvert, vraiment, il faut écouter. Mais je pense que il faut pas oublier réellement ce qu'on veut faire. Ton idée initiale. Ouais. Et moi, je me suis un peu, honnêtement, perdu. T'écoutais qui? Beaucoup trop de monde. Ouais. C'était des collectionneurs, c'était de la presse, c'était des pros. C'est même pas écouter, c'est-à-dire qu'à la fin, il faut être connecté avec soi-même et se dire, mais attends, je fais quelque chose d'humain, donc c'est mon rêve, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Et je vais pas commencer à m'inventer une communication parce qu'il fallait réfléchir, parce que telle marque fait comme ça et telle marque comme ça. Ouais. Non, surtout pas. Ouais. Et c'est vrai que à ce moment-là, je dirais la première année, après une année et demie, la deuxième année, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Puis je me dis, bon, maintenant, on va arrêter ça, on va pas courir après les collectionneurs. Je vais me concentrer à faire mon travail, je vais faire le mieux possible, être connecté avec soi-même, dire qu'est-ce que tu veux vraiment que les gens voient de ce que tu fais, et tout simplement ça, en fait. Juste se concentrer sur le travail, s'épanouir dans son travail, et c'est tout. Et bizarrement, dès le moment où j'ai commencé un peu plus m'écouter quelque part et puis avancer avec le cœur, les choses ont gentiment commencé à changer. Et alors, il me semble qu'au début, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais tes pièces, ça tournait souvent autour des tourbillons, ou même tu faisais que des tourbillons. Et est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi cette complication? Elle est pas anodine et tout le monde aime bien ça, mais voilà, qu'est-ce qui, toi, plus particulièrement, t'intéressait dans cette complication? Moi, j'ai trouvé exceptionnel, peut-être, la toute première fois que j'ai vu et que j'ai eu un tourbillon dans les mains, c'était à l'âge de 17 ans, c'était chez Patek Philippe. Ouais. C'était la 10 jours tourbillon. Ouais. Et c'est vrai qu'il s'est passé un truc, j'ai aimé vraiment voir ce mécanisme, au dos, on retournait la montre, il y avait ce truc magique qui tournait, enfin, c'était vraiment beaucoup de vie, et je suis vraiment tombé amoureux de cette complication-là. Et puis c'est pour ça que vraiment je voulais me faire mon propre tourbillon, et c'est tout. Je me dis pourquoi pas se faire une collection, et puis après on a eu le chrono, on a eu effectivement différents tourbillons, et puis aussi du votre part, c'était pour dire aux gens, encore une fois, on est capable de faire des tourbillons, on sait y faire. Parce que voilà, 25 ans, 26 ans, tu dois un peu montrer que tu sais faire quelque chose, sinon personne te suit. En tout cas, c'était ce que je pensais à ce moment-là. Non, enfin c'est pertinent aussi de vouloir marquer un coup avec une complication qui est emblématique, qui est reconnue de tous, qui est réputée comme étant compliquée. Et puis tu aurais pu faire ça, je sais pas, avec une répétition minute aussi, ou ce genre de complications là, assez balèze à maîtriser. Et puis alors on avance un petit peu, puis on se retrouve là dans cet atelier dans lequel on est là aujourd'hui. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu le lieu dans lequel on est, pas juste forcément cette salle là, mais tout l'atelier, pourquoi cet endroit ici à Genève? C'est vrai qu'on passe souvent devant quand on se balade en vieille ville. Donc comment t'as fait ce choix d'atelier ici, quoi? C'est vrai que moi, quand je passe à Genève, j'aime vraiment la vieille ville. Donc la vieille ville pour moi fait partie. C'est un endroit qu'il faut passer. Donc quand je me baladais avant, un samedi ou un dimanche, je passais tout le temps par la vieille ville. Et comme un rêve d'un gosse, je me disais tiens, un jour, si je pouvais avoir un atelier là, ce serait exceptionnel. Et par hasard, un jour, je marchais par là, j'ai vu cet atelier qui était en train de se vider. Donc il y avait quoi avant, tu sais? Avant, c'était un monsieur qui vendait des meubles, qui vendait différents meubles, et je l'ai vu la toute première fois, et puis j'ai regardé, et puis il y avait beaucoup de choses, et puis je me dis mais en fait c'est trop petit. Enfin, et je suis repassé. Mais j'adorais parce que derrière on a le jardin, c'est assez sympa. Et puis
2 jours plus tard, je repasse, donc tout était vide. Et puis je me dis, mais c'est énorme. Et puis je suis quand même rentré, j'ai discuté avec monsieur, j'ai contacté directement la régie, et puis ça s'est fait très rapidement. Mais le fait d'avoir une fenêtre, des fenêtres qui donnent sur la rue, c'était aussi sympa de montrer un peu ce qu'on faisait, comme une cuisine ouverte. Je voulais vraiment partager. Et enfin, je pense que l'horlogerie, en tout cas la tradition horlogère, certaines techniques sont en train de se perdre, et pour moi, il est primordial de pouvoir les partager. Et, c'était une manière de le faire en ayant les fenêtres et ouvrir nos portes, tout simplement. Et alors, ce côté-là est intéressant parce que c'est vrai quand on se balade dans la rue, on voit tout de suite, on vous voit aux établis, etc. Et tu parlais d'ouverture, ça se ressent donc, comme je disais, de l'extérieur. À quel point vous accueillez les gens ici? Est-ce que n'importe qui peut se balader, vous voir et puis frapper à la fenêtre et entrer? Comment ça se passe? Alors, dans mon monde idéal, c'était, je me dis, ah oui, ça va être génial, on va pouvoir ouvrir vraiment les portes à tout le monde. Et puis en fait, très rapidement, je me suis aperçu qu'il était impossible pour moi, parce que si je fais ça, je ne travaille plus vraiment à l'établi. Donc c'est vrai que on doit maintenant malheureusement prendre des rendez-vous. On essaye d'accorder un jour par semaine et de proposer des visites, soit un peu fin de journée, soit des périodes qui nous conviennent et bien sûr, qui nous dérangent pas beaucoup. C'est normal, en termes de travail. Mais donc ça veut dire que voilà, pour une personne qui est passionnée et qui souhaite te rencontrer, découvrir les ateliers, comment les montres sont faites, c'est quelque chose qui est possible. On a souvent cette image d'horlogerie un peu fermée où tout est secret, gardé, etc. On peut pas mettre les pieds. C'est pas le cas dès lors on respecte un minimum ton travail, quoi. Moi, j'ai toujours rêvé de pouvoir le faire, et franchement, j'avais pas beaucoup de possibilités de le faire. Donc aujourd'hui, si à l'époque, à 12, 13, 14, 15 ans, 16 ans, quand on voulait visiter quelqu'un, c'était difficile. Bien sûr. Donc là, j'ai envie de laisser la possibilité, en tout cas, à des gens, et puis je le fais franchement avec grand plaisir. Et alors, il y a combien de personnes qui travaillent ici avec toi? Et puis, est-ce que tu peux un peu décrire les rôles, au-delà du nombre de personnes, les rôles de chacun pour une petite structure comme la tienne? Alors, on est aujourd'hui 5 horlogers. On a un ingénieur, un micromécanicien, et puis Jean-Pierre Hagman, notre maître de boîtier. Bon, alors, puisque tu abordes le sujet, je voulais y revenir aussi avec toi. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment on appelle ça, la collaboration que vous avez tous les deux, parce que c'est hyper intéressant. Je crois que ça a été annoncé l'année passée, il y a quelques mois, peut-être encore maintenant. Donc, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ça? Alors, ça a toujours été un rêve d'avoir un boîtier de Jean-Pierre Hagman. Bien sûr. Et puis, j'ai jamais vraiment osé le faire. Et à 2-3 reprises, on s'est croisé avec un ami qui m'a dit, mais pourquoi tu l'appelles pas? Et notamment, la dernière fois, il m'a dit, mais appelle-le, c'est pas possible, ça serait génial, et super. Donc je me dis, mais c'est vrai qu'il faut que j'arrête, il faut que je prenne mon courage de moi et que je l'appelle. Et je l'ai appelé. Il m'a dit, écoutez, je vais passer dans quelques jours. Il m'a pas donné de date, aucune précision. Je dis, ok, super. Tranquille. Il est venu nous voir, on a passé du temps, je lui ai montré un peu ce qu'on voulait faire, je lui ai montré un peu notre atelier, et puis ça l'a emballé, et puis je crois qu'il avait envie de remonter un atelier, et vraiment de transmettre. Donc moi je suis vraiment un grand fan. Mais je trouve que c'est un monsieur exceptionnel, qui a un savoir-faire qui est exceptionnel, et en fait de pouvoir voir la manière dont il travaille, c'est-à-dire de partir d'un dessin fait à la main, de partir d'un bloc de métal, et puis à la fin d'en sortir un boîtier, vraiment chaque jour je me dis mais c'est vraiment un métier exceptionnel, et comment, je me suis posé la question, comment je faisais avant sans ça. Donc ça m'a vraiment ouvert encore une autre dimension à propos de la création, en fait. Donc franchement, je suis ravi de pouvoir travailler avec ce monsieur. Et donc il réalise l'ensemble de vos boîtiers? Comment ça se passe? Alors
il réalise à partir de juillet donc de l'année dernière tout ce qui va être maintenant un nouveau boîtier, une nouvelle montre qui va sortir de chez Acrivia. Ce sera des boîtiers réalisés en interne. Ok. Et alors quand on a deux boîtiers côte à côte, un qui était réalisé par lui et puis on va dire vos anciens boîtiers, explique-nous un petit peu la différence entre ces boîtiers. Qu'est-ce qui change pour toi? La différence c'est que déjà il y en a une primordiale, c'était que dans les boîtiers que nous utilisions, on utilisait des CNC, donc on utilisait. Aujourd'hui, on fait principalement avec des tours, Chaublin et des fraiseuses, mais conventionnelles, donc sans aucune assistance automatisée, d'accord. Bien sûr. Les dessins sont faits à la main, donc toute la recherche et le développement sont faits à la main, donc c'est Monsieur Hagman qui le fait. Et il y a la soudure, donc on est parti peut-être dans une recherche un peu plus classique, due aussi aux formes et due aussi aux machines maintenant qu'on utilise. Donc oui, il y a un autre step, on va dire, il y a un petit virage qui est pris et puis effectivement on pourra plus peut-être se permettre certaines formes trop extravagantes. Ouais. Et si je reviens à l'équipe, il me semble qu'il y a ton frère qui est horloger aussi. Oui. Comment ça se passe? Enfin, déjà, comment vous répartissez les rôles? Comment ça se passe de travailler en famille? Est-ce que tu me parlais un petit peu de ça? C'est mon jeune frère. Ouais. De toute façon, il est obligé d'écouter le grand. d'écouter les grands avant toute chose. Non, moi j'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler en famille. Ouais. Donc il y a mon frère qui travaille, il y a aussi ma compagne qui travaille avec moi, mais c'est vrai que mon frère a un rôle important parce que déjà c'est un horloger, donc c'est sur quelqu'un sur qui je peux me reposer. Bien sûr. Donc il m'a rejoint, lui aussi, il a fait son apprentissage, il m'a rejoint en 2016. Et puis depuis, je crois qu'il est plutôt content. Il a pas le choix de toute manière. Il a pas le choix. Non, mais c'est vrai que bien sûr que c'est la famille, donc on se dit les choses aussi plus facilement, que ce soit les bonnes et les mauvaises. Mais non, c'est un super horloger et franchement, c'est une autre aide. Bien sûr que c'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus pour la société et je suis ravi de travailler avec lui. Au sein d'Acrivia. Cool. Et alors si on revient maintenant, on passe aux produits, est-ce que tu peux expliquer un petit peu la différence entre les modèles qui sont signés Acrivia et puis les modèles qui sont signés de ton nom? Alors déjà, moi j'ai introduit mon nom parce que j'ai dit tout à l'heure, donc quand j'ai commencé, donc j'ai écouté beaucoup de gens qui n'étaient pas de mauvais conseils, mais ce n'était pas un business ou ce n'était pas une marque. Et en fait, dans la réflexion de certaines décisions que j'ai prises, comme par exemple mettre le nom d'Acrivia, ça faisait vraiment marque. On voyait pas qui était derrière, d'accord. Donc le but d'introduire mon nom, c'était vraiment de humaniser et dire écoutez les amis, moi je suis un horloger indépendant, un horloger passionné, il n'y a pas de grands investisseurs chez moi, je suis indépendant, je suis vraiment seul, donc voilà. Donc c'était un peu cette manière-là. Donc on a commencé avec quelque chose d'un peu plus contemporain, donc avec Acrivia, et puis la ligne Recep Precepi, il est un peu plus classique. Donc aujourd'hui, j'essaye de laisser donc Acrivia où on peut peut-être partir et faire des modèles qui sont un peu plus extravagants ou peut-être un peu plus osés, d'accord. Et puis Recep Precepi, sera des lignes plutôt très 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 traditionnelles et classiques. Et si au niveau du produit, en termes de volume de production, vous produisez combien de pièces chaque année à peu près? Alors, on essaye de faire en moyenne 35, je dirais, d'accord. Après, peut-être qu'on va produire un jour un tout petit peu plus, donc 36, 37, 38 une année, et puis peut-être d'autres années un peu moins. Ça dépend vraiment des produits, ça dépend de l'envie aussi, parce que encore une fois, c'est vraiment quelque chose de personnel. Moi, j'ai envie vraiment de m'éclater, j'ai envie de venir dans mon boulot, j'ai envie de venir avec mon vélo et j'ai envie d'avoir le sourire. Bien sûr. Jusqu'à là, j'ai envie vraiment de m'épanouir. Et le jour où je m'épanouis pas, j'arrête de faire ça. Et
Et aujourd'hui, j'ai pas envie de me sentir obligé de faire quelque chose. De te fixer des volumes et de t'y tenir, Ouais. etc. Bien sûr. Vraiment. Ouais. J'ai juste envie d'être, me concentrer sur la qualité, me concentrer sur la création, d'amener quelque chose de nouveau. Et voilà, j'ai vraiment envie de me faire plaisir. Et tu répartis ces 35 pièces comment entre les montres Acrivia avec ce look un peu plus moderne, contemporain, et puis les montres Recep Recepi où tu vas être plus classique. C'est quoi le... Là, en l'occurrence, par exemple, avec les produits que nous avons, les Acrivia, on a des modèles qui sont un peu plus complexes, donc ça nous prend un peu plus de temps à le faire, mais je dirais c'est 50-50. Ok. Ouais, c'est 50. Ok. Et puis, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Donc, tu parlais de l'importance de la finition chez vous. Et puis, je me rappelle quand on s'était rencontrés il y a quelque temps, on avait parlé justement. Enfin, tu montrais tes montres et tu mettais toujours en avant un petit peu la finition. Et pourquoi c'est si important que ça pour toi? Moi, je trouve, c'est la seule chose réellement où je dirais, comment dire, la décoration, c'est vraiment quelque chose d'artistique. C'est-à-dire que pas tout le monde peut le faire. Non. D'accord. Il faut énormément de concentration. Il faut vraiment avoir un coup de main. Vraiment, je vois, j'étais persuadé que tout le monde était capable de faire les décorations. Et puis, je m'aperçois de plus en plus que un horloger, pas tous les horlogers sont doués de le faire. Donc, il faut vraiment avoir quelque chose. Donc, on passe parfois une journée à 2 journées sur un composant à le décorer. Donc, il y a différentes étapes. Donc, pour moi, c'est tout l'amour et tout le temps, toute la passion qu'on met là-dedans à le faire. Donc de commencer de quelque chose de très brut et de voir un produit totalement décoré, fini, moi je trouve vraiment que c'est le jour et la nuit. Bien sûr. C'est vraiment exceptionnel et ça montre d'une manière que on a réfléchi au produit, on a essayé de réfléchir d'une manière artistique à la décoration, on a cherché des formes, des différents décors. Il a fallu trouver des solutions pour pouvoir décorer un composant suivant la forme qu'il a. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment un boulot hyper plaisant. Ouais. Et je dirais que c'est une grande partie du travail chez nous. Ouais, ça se ressent très clairement sur les produits, puis c'est ce qui est mis en avant, et puis quand tu vois les belles macros de vos mouvements, etc., on peut vraiment apprécier ça, quoi. Je pense que c'est ce qui fait aussi je dirais c'est aussi une manière de pouvoir se différencier, je pense. Bien sûr. Je pense des autres. Ouais. On arrive à voir que vraiment c'est un produit qui est réalisé à la main. Ouais. Et puis une autre façon dont selon moi vous différenciez, ça va être aussi au niveau de l'architecture des mouvements. Il y a une forme clairement Acrivia ou Recep. Il y a une forme, il y a une architecture. Et c'est quoi l'inspiration derrière cette forme-là? Alors, je pense que la symétrie, c'est quelque chose que, nous, on l'a pas inventé. Ouais. La symétrie, si on regarde Breguet, si on regarde George Daniels, ils ont tous fait. Ils sont tous. En tout cas, ces deux-là faisaient travailler beaucoup en symétrie. Je pense que pour l'œil, c'est beaucoup plus agréable. Et je me suis toujours posé la question pourquoi pas plus de marques travaillaient sur cette symétrie. Ouais. Donc aujourd'hui, moi je trouve ça juste exceptionnel, ouais. J'ai envie de me faire plaisir et je trouve que pour mon œil, quand je regarde un mouvement qui a été construit symétriquement, c'est plus complexe. Ouais. C'est plus complexe, ça c'est sûr et certain, parce qu'on doit allier l'esthétique et le côté technique. Et les deux doivent marcher. On doit avoir à la fin un mouvement qui fonctionne. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué, mais il y a une satisfaction qui est plus grande pour moi à la fin. Et alors une autre satisfaction qu'on ressent chez toi, c'est le côté indépendant, ton indépendance, tu l'évoquais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi et quel est l'objectif derrière cette indépendance-là? Jusqu'à où tu vas la pousser aussi? Franchement, encore une fois, par exemple l'exemple avec Monsieur Hagman, que j'avais peut-être sous-estimé par le passé, à me dire tiens, le boîtier on le fait en extérieur. Voilà. Mais en fait, je me suis aperçu encore plus avec cette étape-là à quel point en fait tu gagnais en termes de liberté et de créativité. C'est-à-dire que aujourd'hui, si t'es pas heureux et t'es pas content avec ça, ou tu vois quelque chose, tu peux aller, tu peux prendre ta machine, tu peux refaire quelque chose, tu peux essayer. Et en fait, ton produit, il est beaucoup plus abouti. Et nous faisons que, encore une fois, 35 montres par année. Donc,
Moi, j'ai envie de faire des produits qui sont exceptionnels. Le pouvoir l'intégrer en interne, que ce soit même en termes de composants, et de dire, bah, tiens, j'ai mon idée, je la dessine, je prends mon tour, je prends ma pointeuse, je prends ma fraiseuse, et je vais faire mon composant, je l'essaye. Franchement, ça a un autre impact. Et de pouvoir la réaliser, donc partir d'un bloc, et le faire sincèrement, ça a une autre satisfaction. Et ça, t'es vraiment dans ton produit, c'est-à-dire que tu l'as pensé, tu l'as dessiné, tu l'as réalisé, t'as fait ton boîtier, t'as pensé à ton cadran, et je trouve que à la fin c'est ça, et c'est ce que je recherche aujourd'hui. Moi, j'ai juste envie d'être libre dans ma création. Et clairement, l'indépendance, ça va te permettre d'avoir cette liberté-là, quoi. Clairement. Et puis, alors, tu disais tout à l'heure, quand tu étais stage, apprentissage, tout de suite, tu voulais avoir ton indépendance, la marque à ton nom, etc. Tu l'as réalisé, t'es encore très jeune aussi. T'as quel âge? Une trentaine d'années? J'ai 33. Voilà. Quel est le rêve que tu as maintenant à 33 ans, ou comment t'imagines le futur pour ta marque, alors que t'as encore toute la vie devant toi, quoi? Alors, j'espère vraiment avoir encore cette passion, mais je pense qu'elle va y être. Mais la seule chose que je vois, c'est j'espère que dans 10 ou 15 ans, j'aurai exactement la même motivation, j'aurai envie de faire encore d'autres modèles, des nouvelles créations, amener des choses techniques, peut-être innover. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et puis pas passer dans les oubliettes entre guillemets, c'est-à-dire être toujours là dans 10-15 ans, et qu'on soit d'avoir ces mêmes collectionneurs qui nous ont suivis, et de pas changer justement cette philosophie. Et est-ce que tu réfléchis déjà, enfin t'as des réflexions sur un petit peu comment tu vas réussir à pérenniser la marque sur le long terme? Je te parle de production, de SAV, de relations avec vos collectionneurs, etc. Est-ce que c'est déjà des réflexions que tu as maintenant, ou là t'es vraiment juste il faut que je produise mes 35 pièces? Non, aujourd'hui j'ai déjà, on va dire, pensé à mes 7 prochaines années. Je sais exactement ce que je vais faire sur mes 7, je dirais même 8 prochaines années. Et comment tu arrives à balancer un petit peu toute la partie on va dire production, horlogerie, et puis ensuite la partie on va dire communication, relation avec les clients? Comment tu le disais tout à l'heure, c'est compliqué pour vous de recevoir des visiteurs, parce que quand vous discutez avec des visiteurs, vous êtes pas à l'établi, évidemment. Comment tu trouves cet équilibre entre besoin de produire et puis nécessité de communiquer à l'extérieur, de se montrer, tout ça? Comment tu fais? Alors déjà, ce qui est sûr et certain, et ça je l'ai réalisé il y a quelques années en arrière, c'est que mes journées sont pas des journées de 8 heures, mais plutôt de 12, 13, parfois même plus grandes. Donc ça, il faut se dire et l'accepter. Maintenant, moi j'ai mon ami qui est ici, donc qui fait justement ce filtre-là, qui peut accueillir des gens aussi. Ça me permet justement de rester à mon travail, mais on doit encore plus évoluer et trouver une solution pour pouvoir peut-être un peu plus communiquer. Mais aujourd'hui, franchement, nous sommes juste ouverts. On a nos fenêtres qui sont ouvertes là et qui donnent sur la rue, et puis on essaye juste d'avoir des bons rapports avec nos clients, nos amis journalistes, blogueurs, nos amis. On essaie d'être le plus ouvert possible, d'essayer de transmettre des informations, mais il nous faut une personne, ça c'est sûr et certain. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, typiquement comme Instagram. Vous êtes très présent sur Instagram, et c'est vrai que aujourd'hui c'est un outil facile à exister, parce que c'est quelques photos qu'on partage en plein travail. Ça, c'est plutôt mon frère qui fait ça. Ok. C'est vrai que c'est très authentique, donc du coup clairement. On est avec vous dans l'atelier, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que je pense que c'est aussi quelque chose qui nous aide beaucoup. T'as senti vraiment que notamment Instagram c'est quelque chose d'important pour une marque comme la vôtre? Oui, parce que franchement on est partout sans y être, en fait. Enfin c'est hallucinant. Aujourd'hui franchement pour même pour des nouveautés, pour suivre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'horlogerie. Moi, je me connecte de temps en temps sur Instagram, et je vois tout ce qui se passe. Bien sûr. Donc c'est facile. Le client peut voir plus ou moins les images, peut vraiment se faire des idées. Bien sûr,
pour confirmer, vaut mieux comme l'avoir en vrai, mais il y a aussi des clients qui achètent aujourd'hui juste sur une photo. Bien sûr. Donc il faut pas sous-estimer ça. Ouais, clairement. Et alors qui sont vos clients? On va dire si tu devais faire le portrait robot type d'un client à Acrivia, qui c'est, qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il trouve chez vous? Je pense Qui sont ces 35 personnes chaque année, quoi? Je pense que vraiment c'est des gens qui aiment le côté authentique. Ouais. Qui voient que voilà, nous sommes des artisans qui essayons de faire au mieux notre travail. On essaye d'amener des choses nouvelles, mais en même temps on a un grand respect de la tradition. Donc c'est des gens qui comprennent ce côté-là, le côté fait main, ouais. plutôt exclusif parce qu'on n'arrive pas à produire plus. Super exclusif, ouais. Et puis je pense plutôt accessible. Donc je pense que c'est des collectionneurs plutôt avertis, je dirais. Et toi-même ils savent ce qu'ils recherchent. Ouais. Et toi-même, est-ce que tu te considères comme un collectionneur ou juste est-ce que tu collectionnes les montres déjà? Alors aujourd'hui je me concentre à 300% sur ma marque, mais c'est sûr que j'en achèterai. Ouais. Oui, j'aime beaucoup de montres, j'aimerais acheter beaucoup, mais aujourd'hui j'investis plutôt sur mes machines et sur des amis qui font par exemple l'art. Typiquement là on est là, on a un tableau de Sébastien Métro. C'est plutôt dans mes prix en tout cas, mais effectivement j'ai envie d'acheter des Dufour, j'ai envie d'acheter des Kaiyotilainen, des Journe, des Patek, Rolex. J'aime vraiment, je vais pas dire toutes les marques, mais il y a beaucoup de choses que j'aime. Et alors, je la vois depuis tout à l'heure à ton poignet. Est-ce que tu peux me parler un peu de la montre que tu portes? Alors ça c'est la K06. Ouais. Donc cette montre, je l'ai lancée en 2017. Le but était sortir du tourbillon. C'était pas celle-ci la première? Exactement. Ouais. C'est juste. J'ai suivi. Je vois, franchement. Donc c'était la toute première montre sans tourbillon de chez Acrivia. Donc là, le but était vraiment de montrer. Je pense qu'en 2017, je vivais vraiment quelque chose j'étais assez frustré, je me disais, parce que je me dis mais je comprends pas. Les gens ils ne voient pas réellement ce que je fais, tout le boulot qu'il y a derrière, et j'étais peut-être un peu frustré. Et j'ai fait un cadran ouvert. Donc je voulais vraiment montrer ce que je savais faire. Ouais. Donc dans cette montre, elle est assez particulière parce que on a d'une part la partie technique. Donc en fait, on a à 12 heures la réserve de marche qui est transmise ici par un râteau déjà. Qu'on arrive à voir directement. Ouais. Exactement. Et puis symétriquement, donc totalement symétriquement, de l'autre côté, on a un râteau avec un ressort spirale qui est là ici, en tension tout le temps, non seulement pour les jeux d'engrenage, mais aussi ça permet en fait, parce que dès le moment où on a en fait une complication, on a une indication, on a des pignons, des renvois, donc il y a des frictions. Donc en fait, on a tendance à prendre de l'énergie sur le barillet. Et grâce à ce râteau-là, qui est toujours en tension avec ce ressort, on arrive à pas perdre, elles sont toujours là, ces frictions-là, mais ça nous permet d'aider et de repousser en arrière. Donc normalement, on va pas perdre de l'amplitude grâce à ce système-là. On voit un martelage, par exemple, qu'il y a sur la platine. Ouais. Donc ça, c'est fait à la main. On voit différents polybloqués. Lorsqu'on tire la couronne, on a notre seconde qui revient à 0 pour faire une mise à l'heure juste. Donc, la construction, elle est vraiment symétrique. Donc, il y a cette partie, la technique. Et puis, il y a cette partie décoration faite à la main. Et je voulais montrer ces deux choses ensemble et pouvoir dire, voilà, il y a un savoir-faire, on a envie de le faire, regardez ce qu'on sait faire, quoi, tout simplement. Ouais. Une démonstration un peu de force de ce que vous êtes capable de faire. Exactement. Et puis là, avec la seconde qui se met à 0, enfin le sub-seconde et qui se met à 0, ça me fait penser à tout ce qui est précision, on parlait de finition, etc. À quel point, est-ce que déjà ça l'est, important pour vous, la précision dans tes montres? Alors moi je trouve que aujourd'hui on n'a plus besoin effectivement
d'une montre précise, j'ai envie de dire, parce qu'on n'achète peut-être pas spécialement pour ça, mais parce qu'on a nos téléphones, on peut voir l'heure et on n'a plus besoin de cette montre comme un instrument de mesure. Mais moi, je trouve, pour le geste, je trouve exceptionnel. Et d'ailleurs, la Recep Recepi est certifiée chronomètre à Besançon. Donc, ouais, je trouve ça exceptionnel de faire une montre, de la faire justement avec toutes ses capacités, d'aller, de rechercher, de travailler, d'affiner le réglage. Donc aujourd'hui, on règle nos montres à plus ou moins 1 seconde par jour. Donc c'est dur de faire beaucoup mieux, quoi. Bon, en tout cas, on essaye. Après, voilà, c'est une science, hein, aussi. Mais franchement, aujourd'hui, j'ai envie de faire un produit et de respecter toutes ces étapes-là, non seulement en termes de chronométrie, mais décoration. Et alors tout ce qui va, on va dire à côté de la montre, par exemple les bracelets, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous, est-ce que déjà le bracelet que tu portes avec là, c'est un des bracelets que vous proposez à la vente? Oui. Quelle est la réflexion que vous avez derrière le bracelet? Je vois qu'il y a je sais pas comment on pourrait appeler ça, une doublure là qui est rouge. Est-ce que c'est aussi une signature esthétique de la marque? Ouais, c'est Bordeaux, c'est un peu. C'est celui que tu portes sur ta blouse aussi? Exactement, ouais. C'est la même couleur que nos blouses. Bah voilà, c'est un petit clin d'œil. On essaye d'avoir nos petites touches. Je trouve que le bracelet aujourd'hui, il faut proposer d'autres choses parce que le fait juste de changer, en plus on peut faire un changement rapide. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que c'est assez sympa d'avoir différentes possibilités, différentes couleurs. Suivant ton code vestimentaire, tu peux changer, ça fait tout de suite une autre montre. Ouais. Donc aujourd'hui, on laisse cette possibilité-là. Okay. Donc c'est des bracelets qui sont faits, là en l'occurrence par l'atelier du bracelet à Genève. Ouais. Donc c'est pareil, on veut travailler avec des gens locaux. Nos montres sont 100% faites en Suisse. Ouais. On a beaucoup de choses qui sont faites à Genève, mais aussi d'autres à Neuchâtel, dans le Jura. Enfin, ouais. Et il y a cette mode un petit peu actuellement de montres sportives. On est quand même plus sur les montres sportives actuellement. Ton design, il est assez, je dirais, moderne et presque sportif, mais je qualifierais pas ça de montre sportive. Est-ce que vous avez cette volonté-là aussi d'aller proposer une montre, enfin voilà, la vision Acrivia de la montre sport ou pas particulièrement? En tout cas, je voulais vraiment avoir quelque chose qui avait une identité forte. Ouais, clairement, vous l'avez. Ouais. Donc c'est vrai que c'était notre premier design. Donc on était aussi un peu dans notre recherche. Donc je voulais quelque chose qui me représentait, donc quelque chose de jeune, qui mettait vachement en valeur donc la partie mécanique et mon mouvement. Donc c'est pour ça qu'on a ce cône là qui remonte et qui met un peu comme un piédestal, on va dire, la partie mouvement, l'ouverture. On a ces angles, par exemple, ces chanfreins qui sont sur le boîtier, qui rappellent un peu les décos des composants horlogers. Donc très souvent, on a de l'anglage à 45 degrés sur les composants. On a les flancs qui sont satinés. Là, il y a ces codes-là. J'aime vraiment dans cette montre parce que je trouve que c'est une montre qui est autonome, enfin ronde, et suivant l'angle que nous regardons, à chaque fois je trouve que c'est une autre montre. Donc c'est vrai que... C'est quoi le diamètre de cette pièce? On est en 41. Ouais. C'est marrant, ouais, elle fait pas aussi grande que ça. Et puis je pense que c'est les cornes aussi, l'ouverture. Ouais. L'ouverture, elle est assez petite. Ouais. Donc c'est vrai que en photo, j'ai eu déjà ça, des réflexions un petit peu. En photo, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus grande. Mais là, c'est vrai que c'est un 41,5, mais c'est un 41,5 sur la couronne. Ouais. Parce que là, on voit que la couronne, elle est intégrée. Donc, on dirait pas, je dirais que ça reflète plutôt un 39 là-dessus. 39, maximum 40. Mais c'est pas un vrai 41,5, quoi. Ouais. Ok. Non, c'est vrai qu'elle est chouette. Regarde, jetez un coup d'œil aussi. Il y a un côté steampunk. Ouais, clairement. Ouais. Puis on voit bien la symétrie là au dos que t'évoquais, quoi. Et le matériau de la boîte là? Alors cette montre là, la AK06, on la propose en titane et c'est sûr qu'elle est hyper légère. En titane et en acier. Donc ça c'est le modèle titane. Ça c'est le modèle titane, ouais. Clairement. Avec la légèreté. Ouais. Et alors, est-ce que vous faites j'allais dire des expérimentations, pas des expérimentations, mais est-ce que vous regardez un petit peu les nouveaux matériaux? C'est quoi? T'as des horlogers qui font que les métaux hyper précieux, etc. Ouais.
Toi, c'est quoi ta vision là-dessus? Alors, moi, je vais arrêter de faire l'acier et le titane. Ah bah tu vois, j'ai bien fait de te poser la question. Ouais. Explique-moi la démarche derrière ça. Bah, je trouve que déjà à travailler, je trouve que c'est plus facile. Parce qu'à la fin, quand on fait nos boîtiers, là, je me rends compte que faire les boîtiers en or et franchement, c'est vraiment beaucoup plus agréable. On va avoir des qualités qui sont meilleures. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on est sur un produit précieux. Je me dis pourquoi pas faire de l'or, pourquoi pas faire du platine. Et voilà, donc je pense que c'est les dernières montres qui seront en titane. Et futur collector alors. Ça, je sais pas, mais j'espère, mais ce sera les dernières. Et justement, en parlant de ça, est-ce que tu regardes un petit peu la valeur à la revente de tes pièces, comment ça se maintient, les enchères, les résultats? Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu suis ou pas? Bien sûr. Et qu'est-ce que t'en penses? Non, moi je trouve ça très très bien. C'est très important et je pense que un horloger est satisfait quand il voit que sa montre ne perd pas la valeur. Bien sûr. Et franchement, je pense que tout le monde recherche ça. Aujourd'hui, je suis très sensible à ça. Et puis j'essaie de prendre des choix qui me permettraient de penser à long terme et me dire que peut-être mes montres prennent de la valeur. Et alors, quel choix tu prends justement là-dessus? Pas faire n'importe quoi. C'est quoi faire n'importe quoi pour un indépendant? Je vais pas faire par exemple. C'est pas parce que j'ai un client qui veut faire ça ou cette couleur-là ou cette couleur-là. Si je pense qu'elle ne me correspond pas, elle correspond pas à ce que j'ai envie de faire, je la ferai jamais. Je pense pas qu'il faut commencer à faire n'importe quoi. Je pense qu'il faut créer. Je vais être totalement honnête. Allez, vas-y. Moi, je pense que aujourd'hui, quand je crée une montre, par exemple, quand je me dis tiens, je vais l'imaginer, on va dire avec une couleur de cadran ou avec une deuxième couleur ou avec ce métal-là, je vais réellement réfléchir à beaucoup de choses et pour moi, je vais la présenter comme ça parce que tu me fais plaisir quand tu dis ça parce que tu sais, il y a un grand débat. On dit oui, le luxe et la personnalisation, etc. Oui, dans une certaine mesure, mais il y a un moment quand t'as l'artisan qui vient et qui propose et qui dit mon produit c'est ça, je l'ai pensé de A à Z comme ça. Qui es-tu toi pour changer, dire ouais mais je préfère plutôt telle autre couleur ou je sais pas quoi. Oui, mais tu dénatures un peu le produit sur moi. Oui, mais le luxe, je dirais même l'utilitaire, c'est bien. Je veux dire, c'est luxueux quand tu peux choisir un van et peut-être un siège qui se couche ou enfin voilà. Je trouve ça ça c'est du luxe, mais faut arrêter de penser à l'horlogerie. Une montre, on n'a pas besoin aujourd'hui. Enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, aujourd'hui, je vois ça plutôt comme nous sommes des artisans, on fait, et les gens nous achètent parce qu'ils trouvent qu'il y a un vrai boulot. Donc, je pense qu'il faut pas oublier ce côté. J'ai pas envie de dire qu'on est des artistes, mais je pense que l'horlogerie, cette notion quand même, bien sûr. Donc, il faut respecter ce qu'on fait. Et moi, en tout cas, c'est vrai que j'ai envie de faire les montres que j'ai envie d'une manière, et si les gens apprécient, ils achètent, et s'ils ne les apprécient pas, ils vont chez nos confrères et ils ont bien raison. Mais je pense que parce que quelqu'un a envie de mettre du jaune ou du rouge ou du vert là-dedans, ou mettre un serpent parce qu'il aime bien le serpent, non, je vais pas mettre ça parce que ça lui fait plaisir. Si ça dénature la création, non, ça c'est sûr. Clairement. Et alors, qu'est-ce que tu penses, c'est un gros sujet aussi, je crois on entend parler littéralement tous les jours en horlogerie en ce moment, c'est tout ce qui est seconde main, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses, toi, plus spécifiquement pour une marque comme la tienne? Est-ce que tu vois des montres qui se revendent? Est-ce que tu penses, toi, à proposer des services de ce type-là? C'est quoi ta réflexion par rapport à ça? Alors je pense qu'on doit être ouvert et puis regarder ce qui se passe. Et puis il y a une évolution. C'est vrai qu'il y a quelques années on pensait pas. Aujourd'hui il y a des magasins qui s'ouvrent, des marques qui font directement. Je pense qu'il faut être ouvert et puis regarder. Nous, comme je disais, on fait très attention à comment on vend. C'est-à-dire que si on en fait trop, effectivement, quand il y a trop de, quand il y a pas assez de demandes et qu'on en produit trop, oui, votre prix va chuter. Mais quand on a plus de demandes et qu'on a moins de production, votre prix monte. Aujourd'hui, par exemple, sur la Honey Watch qu'on a fait, donc
Donc cette montre-là, donc elle était normalement d'une valeur de 60 000 francs. Ouais. Explique un petit peu le concept derrière Only Watch. Enfin, on connaît, mais explique-le quand même. Et surtout, toi, ta démarche pour participer à cette enchère. Bah moi, quand Luc Patavino est venu nous voir et qui m'a parlé de toute son expérience et pourquoi il le faisait, de pouvoir me dire qu'on participe à cette association, je trouve ça vraiment exceptionnel et on a fait cette montre mais vraiment sans aucune hésitation. Je pense que les gens qui achètent, c'est ceux qu'il faut remercier. Bien sûr. Encore une fois, et je trouve exceptionnel. Et toutes les marques le font et je trouve ça super. Donc c'est vrai que les prix veulent rien dire à la fin. Faut pas le regarder sous l'angle du marché, quoi, mais voilà, c'est une œuvre caritative, quoi. Mais aussi cette montre-là, moi j'avais pas proposé de personnalisation sur cette montre-là, j'avais pas fait de montre unique sur cette montre, sur cette collection. Et puis bah voilà, quand on l'a fait, bah les gens la voulaient absolument. Donc là en l'occurrence, c'est pareil. Si on fait 25 montres et que là-dedans, dans cette montre-là, on a peut-être 50 ou 100 personnes qui la veulent, et que finalement il y a que 25 personnes qui arrivent à l'avoir, bah le jour où cette montre-là elle va être revendue, bah on aura en tout cas une personne qui va la vouloir peut-être au prix qu'il a acheté, voire peut-être plus parce qu'il y en aura peut-être 3 ou 4 et les gens vont se battre pour l'avoir. Donc, mais est-ce que toi tu t'imagines un jour reproposer toi-même à la vente des modèles que vous avez déjà vendus ou c'est pas du tout Moi ce que je propose à mes clients c'est que si demain ils ont envie de revendre leur montre dû à notre production limitée, les gens nous contactent et on les mettra avec grand plaisir en contact peut-être avec d'autres personnes qui veulent l'acheter. Donc et ça on peut le faire, on a déjà eu fait. C'est très cool. Je trouve ça super, on a rendu service. Bien sûr. Et puis on a aussi, par exemple, on travaille avec A Collected Man. A Collected Man, ils sont à Londres. Donc eux, typiquement, demain, s'il y avait une montre qui devait se revendre, ils reprennent, ils vont faire des belles photos, ils vont vraiment la mettre. Très belles photos, Ils vont expliquer vraiment ce que c'est vraiment le produit, ça permet vraiment de la mettre en valeur et très souvent ils arrivent à les vendre à des super prix parce que les gens ils comprennent réellement ce qu'ils achètent. Bien sûr. Ils arrivent à vraiment pas embellir mais ils expliquent réellement les informations de cette montre-là. Puis c'est toute la difficulté de tes montres, mais même de l'horlogerie de façon générale. Et puis tu le disais tout à l'heure, c'est personne n'a besoin de montres, donc on est là vraiment sur du plaisir, sur de l'accessoire. Et il faut expliquer pourquoi le plaisir peut être aussi grand, qu'est-ce qui fait la valeur d'une montre. Et souvent les gens vont être choqués des prix de certaines montres parce qu'on va voir des résultats aux enchères, des choses comme ça. Et puis tu leur expliques en fait la montre, tout le travail qu'il y a dedans, le travail à la main, les matériaux, le temps passé. Et puis tu mets ça bout à bout et des fois tu peux même te dire mais en fait c'est pas si cher que ça. C'est clair. Et t'arrives à des réflexions complètement dingues quoi. Mais c'est clair, mais bien sûr. Moi franchement, c'est pour ça que je pense que par les prix, moi aujourd'hui je parle pas vraiment prix avec mes clients et j'ai vraiment pas envie de parler. J'essaie pas de me positionner par rapport au marché ou non. On fait une création, ça nous a pris tant de temps. Ça on a mis des choses en œuvre et puis voilà, le coût il est de temps et je pense que tout le monde devrait le respecter. Donc c'est vrai que moi quand je vois des montres qui se vendent à plus d'1 million ou 2 millions ou 3 millions ou plus, j'arrive à les comprendre. Bien sûr. Les gars qui ont envie parce que c'est des pièces exceptionnelles, il y a eu un travail qui a été exceptionnel, il y a eu une recherche qui était exceptionnelle et oui, je comprends qu'on a envie de l'acquérir. Bon, Recep, ça fait un moment qu'on parle, là, j'imagine que t'as encore des montres à faire, donc c'était un plaisir. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Ouais, à bientôt. Très belle montre. Je porte la tienne, c'est pour ça. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.